pour les services publics, pour la démocratie, pour la République elle-même. Il faut rentrer par la tête ce que le peuple a rejeté par la porte. À partir de là, le peuple est bafoué. Et un État dans lequel le peuple est bafoué, c'est un État qui ne peut pas durer. C'est un État qui prépare le pire, d'une façon ou d'une autre. Et c'est cela qui s'est passé. Alors le consensus sur l'Europe, il a des conséquences, si vous voulez bien. On va prendre la question de la Poste. La Poste, il y a eu 2 millions de signatures. Mais je vous annonce qu'à Roquebrun, petite commune du Vaucluse, 600 maires se sont réunis au moment de la question de la Poste. Et ils ont décidé, après réunion, parce que la Poste est vitale dans les villages dans lesquels vous allez. S'il n'y a plus la Poste, il n'y a plus d'entreprise et il n'y a plus de ménage. Ils crèvent, les types, sans la Poste. C'est la question sans doute la plus emblématique pour la vie d'une commune. Ils ont décidé quoi, à Roquebrun? Ils ont dit, ben voilà, on est des maires, des élus de la République. Et ben on va faire un projet de loi qu'on va demander aux députés de soumettre et de voter. Il y avait 2 articles. Je les cite dans le bouquin, ils font une ligne chacun. Le premier, on s'oppose à l'ouverture à la concurrence des prix de plus de 50 grammes, parce que c'est la liquidation définitive. Donc, on refuse la directive européenne numéro machin, 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 qui établit ça. Le deuxième, on refuse l'autre directive européenne qui dit la Poste doit être mise en concurrence et on revient au monopole. Ils sont allés voir les députés. Réponse des députés. Tout groupe confondu. Tout groupe confondu. C'est sympa votre truc, les gars, mais on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que ça s'oppose à la construction européenne et aux directives dans lesquelles on est engagé. Eh bien, vous avez là la quadrature du cercle. C'est un nouveau consensus mortifère. On accepte que notre souveraineté soit soumise à une supranationalité dont on ne sait sur quoi elle repose, que personne n'a décidé, que personne n'a élu. Or, je dis que le point de départ, c'est de reprendre nos affaires en main. Moi, je ne suis pas pour dire aux Allemands ou à qui que ce soit quels sont les services publics qui leur vont et ce qu'il leur faut. Ils sont assez grands pour le décider. Par contre, je suis désolé, je trouve inadmissible qu'au compte d'intérêt financier et d'intérêt mondialisé, il y ait des gens ailleurs qui viennent nous dire à nous de quoi on a besoin, de quoi on a droit et comment il faut qu'on vive. C'est notre affaire, que chacun soit maître chez soi. C'est le début, quand même, d'une pacification totale au niveau européen qui est indispensable. Troisième chose, je passe sur la question européenne avec la SNCF EDF. Parce que la droite en rêvait, la gauche l'a fait. À nouveau, vous allez m'engueuler, j'en suis sûr, mais alors allons-y. Parce que quand même, lorsque les directives européennes ont décidé qu'il fallait casser l'exploitation du transport, pourquoi ils ont décidé ça? Parce qu'ils ont dit si on casse ça, ça va être comme les autoroutes. Vous allez avoir le rail d'un côté, le transport de l'autre. Le rail, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des péages. Donc ça veut dire que toi, tu veux créer ton entreprise pour avoir 3 wagons, mettre des voyageurs dedans. Tu pourras. Tu payes au péage, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Et tu fais ta boîte sur le rail. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le rail est complètement désorganisé. Vous avez un rapport qui explique qu'à l'horizon 2021, si ça continue comme ça, 60% du rail actuel français sera inutilisable parce qu'il n'est plus entretenu. C'est la liquidation du chemin de fer en France. C'est vers cela qu'on voit. Il y a un rapport officiel qui est fait par une entreprise neutre, qui s'est tenue par des polytechniciens suisses et qui a été commandé mais qui n'est pas publié. Ce rapport, je l'ai, je vous garantis, qu'il est effarant sur cette question. Et puis deuxièmement, comme non seulement ils demandaient qu'il fallait scinder, en France on a fait mieux. C'est la gauche qui l'a décidé. Non seulement ils ont scindé la gestion du rail et du transport, ils ont même créé des boîtes différentes. Réseau Ferré de France d'un côté, SNCF de l'autre. Et alors là, c'est un bordel monstre. Et qu'est-ce que vous avez sur le train? Ben vous avez, moi je savais pas que ça existait, je crois que sur la route c'était possible. Sur le rail, je savais pas que c'était envisageable. Vous avez un train qui part de Brest, qui doit arriver à Marseille, et qui arrive à Lille. Vous voyez? C'est un truc, en fait, je dis n'importe quoi, mais vous vous rappelez cette histoire d'une planète? Je croyais que quand on était sur un rail, on avait une destination, on y allait, quoi. On ne peut pas difficilement tourner le volant. Eh ben non. Pourquoi? Mais parce que vous avez une désorganisation totale du chemin de fer, avec en plus cette déréglementation des personnels qui fait qu'un cheminot qui est habilité à conduire à la fois un TGV, à la fois un TER, ne peut plus faire les deux. Il doit faire l'un ou l'autre, parce qu'évidemment les boîtes privées qui emploieront devront, elles, avoir l'un ou l'autre, et pas les deux, parce que ça coûtera moins cher. Vous avez donc des organisations. Comment? La réforme ferroviaire est de 97, donc c'était sous la gauche aussi. Oui, absolument. Bon. Sur les personnels, la RGPP, 5 minutes c'est bon, ok, 5 minutes et j'arrête. Sur la RGPP, j'ai rien à rajouter à ce qui a été dit. Juste une chose quand même, parce qu'on va rester sur les consensus mortifères. Sarkozy, quand il met en place en 2007 la RGPP, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attendez les gars, moi je m'inscris dans la loi. Il y a quand même eu la loi d'orientation des lois de finances qui a été votée en 2004. En 2000, mise en application en 2004. Et la LOLF, c'est quoi? La LOLF, c'est le passage d'une politique de moyens à une politique de résultats. Ils le disent tel quel. Mais la LOLF a été votée par tout le monde. Vous avez les députés du PC qui se sont abstenus au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tous
ont voté pour la LOLF et l'ont accepté. Pas à partir de là, Sarkozy dit, moi, on a une loi qui a été votée par tout le monde. Passer d'une politique de moyens à une politique de résultats, moi je vais vous les donner les résultats. Il n'y a aucun problème. Je vais vous remettre l'équilibre, les déficits, et hop, c'est parti. Un fonctionnaire sur deux, et on avance Simone en voiture. On connaît la suite, mais on voit d'où ça vient. Il y a un cas à part avant d'arriver aux perspectives, à mon avis, qui sera envisageable pour l'avenir. Un cas à part, c'est la question de l'école, qui à mon avis est extrêmement préoccupante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que l'école concentre une double attaque sur les services publics, dont on ne parle pas, parce qu'on voit les moyens, on voit tout ça, ce qui est fondamental. Je pense que c'est une première attaque qui touche tout le monde à travers la RGPP, la LOLF et autres, et tu as raison de le souligner, je pense, dans ce qui a été dit, c'est une attaque fondamentale, donc le maintien du statut des fonctionnaires, etc. Mais il y en a une deuxième, et ça l'école est directement touchée, c'est les contenus. Ils sont en train, en même temps qu'ils attaquent, sur un fonctionnaire sur deux, 16 000 enseignants cette année, de liquider les contenus de l'école républicaine. Et aujourd'hui, vous avez quoi? Moi j'ai des potes comme ça, sur des mots, qui vous disent en toute bonne foi, je suis désolé, c'est pas ma conception, c'est pas ma conception, il faut que je fasse des efforts financiers, et je vous raconte pas d'histoire, je suis sûr que vous en connaissez, et comme ça. Et bien ça, vous voyez, c'est pas le produit d'une espèce de dégénérescence de nos amis et du peuple français, c'est le produit d'une politique qui est celui de la destruction de l'école de l'intérieur et par ses moyens. Et ça, c'est une catastrophe, parce que je pense que s'ils vont jusqu'au bout, on a compris à peu près ce que ça veut dire. Soit dit en passant, ils ne font qu'appliquer une directive de l'OCDE, que je cite dans le bouquin, et qui est très claire, qui dit voilà, l'école est mal foutue en Europe, et particulièrement en France, pour deux raisons. La première, elle donne beaucoup trop à un grand nombre. Parce que pour les métiers qu'ils feront, ils n'en auront pas besoin. Ils vous décrivent les métiers d'ailleurs. C'est l'américaine. Oui, absolument. Ils vous décrivent les métiers. Livreur de pizza, on va remplir les trucs de canettes, les trucs, les machins. Il y a 30 métiers. Donc il n'y a pas besoin que l'école donne tant. Mais par contre, l'école ne donne pas assez à un petit nombre qui sera chargé des encadrants. Donc on peut réduire carrément l'école et la casser. On fait quelques trucs de formation d'excellence pour le petit nombre qui encadrera le grand nombre. Et là aussi, la messe se réduit. Alors si vous voulez, dernière chose, quelques pistes sur l'avenir. Moi, je vais vous dire, comme je sais que ça se dit dans les milieux qui sont attachés au maintien des services publics, je voudrais, à mon avis, révéler ce qui, pour moi, constitue un gigantesque danger sur la question des services publics. Lorsque j'entends dire qu'il faut commencer par les démocratiser, qu'il faudrait les modifier, qu'il faudrait les arranger, qu'il faudrait les restructurer, je dis, oula, attention, calme, partons pas de là. Parce que si on part de là, c'est le consensus à nouveau général avec tout le monde. L'autre en face, il va vous dire que c'est exactement ça. On part pas de là. On part pas, par exemple, de ce que pourrait être le service au public à la place du service public. Non, ça n'a rien à voir. Le service public rend service au public. Mais le service public, c'est le pilier républicain de la République. Le service au public ne peut pas être rendu par d'autres entreprises qui ne seraient pas de service public. Pourquoi allez-vous demander à une entreprise privée d'assumer des tâches de service public? Mais enfin, il faut être raisonnable et il faut être honnête. Si vous mettez 3 copecs dans une boîte privée, où les gestionnaires vous garantissent de vous en rendre 5 au bout d'un an d'exercice, vous allez être d'accord quand même de nous dire, mais attendez, oh là, calme, t'as mis 3, mais t'auras 2 parce qu'on fait du service public? Non, t'as mis 3, t'en veux 5, t'auras 5. C'est pour ça que vous les avez mis. Donc, une entreprise privée, elle est faite pour dégager des dividendes au compte des gens qui ont investi dedans. Alors, on est pour, on est contre, c'est une autre discussion. Mais la réalité, c'est celle-là, qu'on ne nous vende pas une chose pour une autre. Si vous voulez du service public, c'est du service public. C'est donc ce que tu avais défini à travers le statut, etc. etc. Donc ça, c'est le premier danger. Je passe sur ce danger, à mon avis. 1. Je pense que s'il y a à discuter de quels sont les services publics qui peuvent être modifiés ou pas, comment les réorganiser ou pas, comment les démocratiser ou pas, il n'y a qu'un cadre qui peut le faire. C'est le cadre d'une assemblée constituante qui correspond au peuple souverain à travers ses élus, à travers sa structuration de bas jusqu'en haut, qui est le plus à même de dire, par exemple, pour revenir à Clamcy, l'exemple que je vous donnais au début, est-ce qu'il faut rétablir la maternité ou est-ce que c'est pas la peine? Personne ne peut décider à leur place, je suis désolé. Eux, ils savent. Il y a des femmes qui sont là-bas, elles sont enceintes. Elles peuvent faire 20 bornes, elles ne peuvent pas les faire. Je suis désolé, c'est pas à nous de décider. Parce que si on décide, nous, on en revient au maire de Carré que j'avais rencontré, qui se retrouve dans le bureau du ministre de la Santé et qui découvre, d'ailleurs, à cette occasion, que le fils de Mme Bachelot n'est rien d'autre que le conseiller de Mme Bachelot au ministère. Ça se passe en famille, tout ça. Et le fils de Mme Bachelot, qu'est-ce qu'il lui dit? Le fils de Mme Bachelot, il lui dit, mais attendez, pourquoi vous nous emmerdez avec les trucs de proximité? Pourquoi on ne fait pas comme en Suède? En Suède, il y a des hélicoptères. Vous prenez une femme, vous la mettez dans l'hélico, vous l'amenez au truc. Et le type, il me disait, d'ailleurs en me racontant l'histoire, c'était dingue parce que je voyais des femmes enceintes en bas, des hélicoptères dans le ciel, et l'image était apocalyptique. C'était surréaliste. Et j'avais en face de moi des technos qui me racontaient ça. Voilà. Donc définir Assemblée constituante. Assemblée constituante qui non seulement redéfinit, mais qui en même temps donne les moyens, donne les besoins, et qui en même temps dégage les nécessités. Deuxième chose, je pense
qu'il y a à reconquérir les services publics. Je pense que des défenseurs dignes de ce nom des services publics doivent dire qu'il faut renationaliser un certain nombre de services qui ont été privatisés. Il faut renationaliser EDF. Il faut renationaliser ce qui a été privatisé dans le courrier. Il faut renationaliser ce qui a été privatisé dans le transport, notamment à travers les routes et les sociétés qui se gardent tous les jours et qui permettent de se payer. Il faut renationaliser ce qui participe du bien commun et ce qui nous a été confisqué à compte d'intérêt privé. Et ça, voyez-vous, je pense qu'une gauche digne de ce nom devrait l'affirmer très clairement, quitte à pas être dans l'air du temps. Troisièmement, je pense qu'il faut étendre les services publics à des domaines essentiels. Comment ne pas considérer que la question de l'eau, par exemple, devrait être centrale comme un service public permettant à chacun de vivre parce que sans eau, on crève. Comment ne pas remettre au cœur la question d'un service public financier à travers la renationalisation des grandes banques qui ont été renflouées. Et quand je dis renationalisation, je l'entends en ce qui me concerne comme une renationalisation sans rachat des actions pour les gros actionnaires. Parce que ça fait 25 ans qu'ils touchent, ça fait un paquet de temps qu'ils se sont gavés, il n'y a aucune raison de racheter. Pour les petits, c'est autre chose. Il ne faut pas être imbécile. Les petits, vous avez des gens qui ont 3 sous d'économie et qui placent, c'est normal qu'ils soient indemnisés. Et qu'ils soient d'ailleurs largement indemnisés. Il n'y a aucun problème, ils sont fait avoir par un jeu, c'est normal qu'ils puissent vivre. Et dites-moi, les gros fonds de pension, les gros actionnaires, qui depuis des années et des années renationalisés un certain nombre. Alors j'entends des programmes politiques qui disent qu'il faut un service financier public. Mais attendez, un service financier public, d'accord, de quoi on parle? Moi je sais qu'il y a le Crédit Lyonnais par exemple. Combien de fois on l'a payé le Crédit Lyonnais avec la terre papier? Alors on ne reprend pas. Je sais qu'il y a la Société Générale, je sais qu'il y a un certain nombre de banques qui constituent des éléments essentiels. Pourquoi c'est pas paradoxal que je dis ça? Parce que comment voulez-vous remettre sur pied une politique industrielle dans notre pays si vous n'avez pas la maîtrise minimale de la monnaie et de la façon dont cette monnaie va être prêtée et distribuée? Si vous le laissez dans d'autres mains, vous ne pouvez pas remettre sur pied une politique industrielle. Et à ce moment-là, il faut que vous expliquier aux mecs qui sont virés, dont la boîte est délocalisée, qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller jusqu'au bout. Et personnellement, je ne le crois pas. Quatrième point, je pense que sur les questions emblématiques constituent les retraites, qui constituent la socialisation la plus importante sans doute, qui a été remise sur pied. Il faut casser cette logique de déficit. Il faut revenir sur la nécessité, 37 ans et demi, 60 ans, retraite à taux plein. Alors évidemment, plus personne ne le fait. Comme si il était une fatalité que, mais dis donc, je vais juste faire remarquer une chose, lorsque la France était à genoux 45-47, c'était sans doute pas la panacée. Je suis d'accord avec ça. Mais lorsqu'il y avait les régimes spéciaux des retraites qui étaient installés, dans le préambule de la Constitution de 45-47, il y a expliqué que ces régimes spéciaux ne sont pas faits pour rester spéciaux, ils sont spéciaux pour le moment, ils sont faits pour devenir le régime de tous les retraités, car ils sont les plus favorables. Or aujourd'hui, vous voyez bien la tendance de crise, c'est exactement l'inverse. Je pense qu'il faut revenir sur cette question, et que je sache, les gens qui dirigeaient le Conseil national de la résistance, c'était pas Che Guevara, on est d'accord, donc pas de complexe. Quatrièmement, avec la question des retraites, je pense qu'il faut revenir et faire très attention, et c'est le dernier point que je développerai, à la question de la sécurité sociale, parce que maintenant ça s'applique, parce que maintenant le morceau est là, parce que quand on vous parle de la dépendance, avec une larme qui coule sur le veston, il y a quoi en ligne de mire? Il y a la liquidation de la sécu. Parce que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les vieux, il faut bien s'en occuper. D'accord. On ne peut pas laisser mourir tout seul, c'est vrai. Donc il faudrait qu'à 50 ans, il prévoit. Bon. Donc à 50 ans, il faudrait qu'il prenne une assurance obligatoire. Ah ben on y est. Et alors, pendant que Sarkozy, Nicolas, organise l'assurance obligatoire à partir de 50 ans, le frère Sarkozy, à la tête du fonds de pension Médéric, organise les paquets cadeaux qui sont l'assurance obligatoire que vous serez amené à prendre. Il y en a un qui décide, il y a l'autre qui va toucher. Et bien vous voyez, derrière l'assurance obligatoire sur la Sécu, c'est bien évidemment la liquidation de la Sécu. Parce que si vous acceptez de sortir de la solidarité nos anciens et nos personnes âgées, ça veut dire que derrière les paquets cadeaux qui vont être mis en place, c'est pour mieux de médicaments, mieux de soins, mieux de prestations, etc., etc. Et vous voyez, et je terminerai par ça, pourquoi la Sécu c'est fondamental, il faut s'y attacher. Parce que la Sécu, elle a un contenu direct pour chacun d'entre nous, pour nos concitoyens. Mais elle a une portée politique qui est irremplaçable et gigantesque. Réfléchissez à ce que c'est la Sécu. La Sécu, vous payez en fonction de vos moyens et vous êtes censé recevoir en fonction de vos besoins. Mais la Sécu, c'est quoi? La Sécu, c'est le début du socialisme réalisé dans la société capitaliste. Et s'ils veulent casser la sécurité sociale, c'est bien sûr parce qu'il y a la manne financière, mais c'est parce qu'il faut une fois pour toutes tourner la page avec quelques archéos qui auraient notre idée de société. Il faut casser le droit du travail, il faut casser les fonctionnaires, il faut casser la fonction publique, il faut casser la sécurité sociale, il faut revenir au 19e siècle. Pour certains, ce sera profitable, et pour les autres, ce sera la barbarie en gros. Voilà, à mon avis.